La deuxième question porte sur le transport d'énergie. Voilà. En quoi le transport d'énergie est un élément important dans la stratégie de production et de distribution d'énergie dans un pays. L'énergie a ceci de particulier ou de singulier qu'il ne se conserve pas. Voilà, il ne peut pas être stocké ni dans un entrepôt sec ou un entrepôt froid. Une fois qu'il est consommé, il doit être transporté vers le lieu de consommation et mis en production et mis à la consommation. La question du transport d'énergie se pose dans notre pays parce que les infrastructures de transport longue distance et moyenne distance, les infrastructures de transport longue distance, donc via la haute tension, et moyenne distance, via ce qu'on appelle la moyenne tension, sont totalement vétustes dans notre pays. C'est important. Donc, selon les rapports, il y en a plusieurs, selon que c'est un rapport du ministère de l'Énergie, un autre de la Banque mondiale, les pertes d'énergie se chiffrent entre 35 et 45%. C'est beaucoup. Entre le point de départ de la production et le point d'arrivée. À partir de ce moment, ça ne sert à rien de produire l'énergie si on n'atteindra pas les objectifs, si plus du tiers de la production est perdu en cours de route, parce que les infrastructures sont vétustes. Il faut donc que l'État puisse refaire les infrastructures vétustes de manière à doter le pays des infrastructures modernes de dernière génération, en plus qui promeut la sécurité. Aujourd'hui, on parvient à transporter l'énergie électrique sous l'eau, par exemple, sous l'eau de la mer, sans que personne ne soit exécuté. On parvient à transporter l'énergie électrique dans le sol, sans que personne ne soit électrocuté. Donc, il y a des méthodes modernes de transport d'énergie qui ne sont plus totalement comme avant. Donc, il faut que l'État essaye de moderniser le réseau de transport longue distance et moyenne distance d'énergie pour pouvoir sauvegarder, je veux dire, éviter la perte. C'est-à-dire que nous devons arriver à des pertes, comme ça se fait dans les pays où le réseau de transport longue distance est bon, des pertes de 2 à 3%. Voilà, de 2 à 3%. Pas plus. Parce que lorsque nous perdons 40%, et que nous produisons à des coûts prohibitifs, c'est l'objectif visé par la politique énergétique ne peut jamais être atteint. C'est pour cela que la stratégie de transport de l'énergie est importante. Mais, j'aimerais dire un mais pour répondre au deuxième volet de la question. La politique de transport de l'énergie aussi n'a pas été bien pensée au Cameroun. Ça, il faut le dire. Pourquoi? La politique d'énergie, vous voyez bien que la politique de transport d'énergie tarde à décoller. Parce que la plupart du temps, les barrages, pas seulement les barrages, parce que produire l'énergie électrique aujourd'hui ne veut absolument plus dire les barrages. Nous avons le Cameroun, de par son potentiel, peut produire l'énergie avec de l'éolienne, peut produire l'énergie avec de l'éolienne marine, peut produire l'énergie avec de l'éolienne qu'on place dans les montagnes ou dans les villes où il y a beaucoup de vent, peut produire l'énergie avec du solaire, peut produire de l'énergie avec du biomasse, peut produire de l'énergie avec de l'hydraulique, voilà, peut même produire de l'énergie avec la géothermie, peut produire même l'énergie avec la méthanisation des gaz qui s'échappent des ordures ménagères et des bouts d'égout qui sont dans les deux grandes principales villes que sont Douala et Yaoundé. Donc nous avons plusieurs atouts pour pouvoir produire l'énergie. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons cru que construire des barrages, surtout à des distances très éloignées des centres de consommation, ça veut dire politique énergétique, ce qui n'est pas vrai. Donc, ça fait que la production se fait très loin des centres de consommation. Ce qu'il faut faire à l'avenir dans notre pays, c'est de décentraliser la production. Même si la décision finale doit être prise à Yaoundé, mais les études de faisabilité doivent être décentralisées, au moins au niveau des régions. Rechercher dans chaque région les avantages comparatifs qu'ont ces régions en termes de production d'énergie électrique.
la ville de Douala, de par la quantité d'ordures ménagères et de bouts d'égout qu'elle dégage, si on s'engage dans le processus de méthanisation, certaines études faites par les enfants camerounais ici montrent qu'on parlait de 600 à 1000 kilowatts. Je n'ai pas vérifié ces études, mais elles existent. Je ne les ai pas entièrement lues, mais elles existent. Donc, vous comprenez bien que, et au lieu de produire l'énergie dans l'est du Cameroun, dans la région de l'est, et vouloir transporter cette énergie pour amener jusque dans le littoral, il a fallu explorer, par exemple, la possibilité de produire l'énergie à partir de la méthanisation. Dans la région de l'ouest, par exemple, il y a la possibilité de produire l'énergie avec l'éolienne. Donc, il a fallu explorer, par exemple, cela. Explorer aussi, par exemple, la faisabilité du barrage Nounvouri, qui a un potentiel, dit-on, de plus de 2000 MW, hein, dépendant des tranches sur lesquelles on les fait. Il y a la possibilité, par exemple, d'utiliser le gaz qui s'échappe des lacs, comme on a fait dans le lac Kivu au niveau du Rwanda, pour pouvoir produire l'énergie dans les régions comme le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, il y a plusieurs avantages comparatifs et les technologies disponibles permettent de réaliser, de couvrir, de pouvoir produire l'énergie avec toutes les opportunités qui se présentent au Cameroun. Donc, il faut que dans notre pays, pour résoudre la question, qu'on décentralise les études de faisabilité, qu'on recherche dans chaque région au moins les opportunités de production d'énergie et qu'on mette en exploitation ces opportunités de production d'énergie. La conséquence sera que la production d'énergie va coller au plus près des bassins de consommation, dont va diminuer sensiblement le coût de la construction des infrastructures de transport longue distance. Sensiblement. Pour un barrage qui fait 400 MW, on peut encore construire des infrastructures longue distance pour aller du barrage Natigal jusqu'à Douala, jusqu'à Yaoundé. Ça se comprend. Mais pour un barrage qui fait moins de 50 MW, quelle est la nécessité de construire 3000 km de lignes de haute tension pour sortir cette électricité? Donc, il faut que nous puissions, que au niveau du ministère de l'Énergie, qu'il y ait des études qui puissent déterminer le potentiel énergétique, les opportunités de production d'énergie dans chaque zone. La deuxième chose, c'est de regarder ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne a réussi un modèle économique qui est meilleur, bon, qui a sans doute été mis en défaut par la crise en Ukraine parce que le gaz russe ne venant plus, les industriels n'ayant plus assez d'énergie, se sont rabattus sur cette énergie-là. Ça veut dire que en Allemagne, parce qu'on a refait le plan d'urbanisation dans certaines grandes villes progressivement, on a permis à plusieurs grandes villes de construire de l'habitat ou des immeubles qui produisent, qui sont autonomes en énergie. Ça, c'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, aux États-Unis, les nouveaux bâtiments qui sortent de terre sont autonomes en énergie. Et c'est une technologie qui est à la portée. D'ailleurs, il y a beaucoup de Camerounais qui sont des chefs de projet dans ces grandes entreprises-là ici. Donc, ce qu'ils peuvent faire ici, ils peuvent faire la même chose pour le Cameroun. De produire des infrastructures, des logements, des buildings autonomes en énergie. Deuxièmement, de mettre en place des incitations fiscales pour permettre aux personnes qui ont des domiciles de devenir des petits producteurs d'énergie et de revendre une quantité de leur production qu'ils n'utilisent pas sur le réseau à la société de distribution qu'est Eneo Cameroun pour que Eneo puisse la distribuer. C'est vrai que pour les oreilles d'un Camerounais, c'est dur, n'est-ce pas? Mais c'est des choses qui ont que vous pouvez vérifier. Vous allez sur le site de la société E.ON en Allemagne et vous allez voir quelle est la quantité d'énergie aujourd'hui qui est produite à partir de renouvelables par des petits producteurs qui se mettent en coopérative et qui revendent cette énergie à E.ON pour que E.ON puisse redistribuer aux autres ménages et aux petits commerçants. Donc, désormais, c'est l'énergie grande destinée aux industries qui était ouverte à la concurrence européenne. Malheureusement, ça a été heurté par l'absence du gaz russe qui a entraîné une augmentation des coûts. Donc, vous comprenez que chez nous, il faut revenir, je me résume, à décentraliser la production d'énergie. Si vous décentralisez la production d'énergie, au moins dans chaque région, et vous recherchez les avantages comparatifs de chaque région, ça peut être le solaire dans la partie septentrionale, ça peut être l'éolienne dans la partie ouest,
Ça peut être l'éolienne maritime dans la façade maritime, c'est-à-dire que Douala, Kribi, etc., Tico, etc. Ça peut être le biomasse, hein. Ça peut être à partir de la méthanisation dans les grandes villes que sont Douala, Yaoundé, parce que la méthanisation se fait essentiellement avec les déchets biodégradables. Donc, si tous ces processus-là sont mis en place et qu'on varie le type de production d'énergie, vous verrez bien que la production d'énergie sera décentralisée, c'est-à-dire au moins dans chaque région pourra travailler à atteindre elle-même, par elle-même, son autonomie en énergie. C'est possible au Cameroun, quand on regarde le potentiel qui existe. À partir de ce moment, le transport d'énergie longue distance sera faible. Et l'interconnexion par la moyenne tension également sera faible. La deuxième chose, c'est lorsque vous encouragez les ménages à devenir des producteurs d'énergie et que les ménages commencent à produire, là aussi, ça élimine. Par exemple, quand les ménages commencent à produire avec le solaire, quand les ménages commencent à produire avec le biogaz, ça élimine complètement le transport d'énergie. Hein, le transport, quand vous arrivez ici sur un campus, par exemple, Northwestern Chicago, vous apercevez que vous faites le tour du campus, ou si vous allez sur Internet, vous regardez le rapport d'activité annuel, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le campus produit lui-même 45% de son énergie, soit à travers les panneaux solaires, soit à travers le biomasse, c'est-à-dire que soit à travers le panneau solaire, c'est en été, le biomasse, c'est en automne, hein, c'est en automne, et il y a diverses méthodologies de production d'énergie. La conséquence, c'est que ça diminue le besoin en énergie longue distance et ça rend plus compétitif la production d'énergie locale. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. J'espère avoir éclairé la antenne de vos auditeurs. Je vous remercie de m'avoir sollicité et je suis à votre disposition à tout moment. Merci, ciao.